Et enfin, je finis par les conclusions et les perspectives. Je commence par l'introduction. En fait, la Terre est composée de plusieurs couches de différentes propriétés physiques. Au centre de la Terre, il y a le noyau métallique qui est composé principalement de fer et qui se divise en noyau interne solide et noyau externe liquide. Et en fait, puis il y a le manteau terrestre, rocheux silicaté qui est en convection, qui est solide, et qui se divise aussi en manteau inférieur et manteau supérieur. Et à la fin, il y a la croûte terrestre. En fait, les premières étapes de formation de la Terre, et surtout les premiers 100 millions d'années, ont fortement influencé les structures thermochimiques actuelles de la Terre, où à cette période a eu lieu les grandes étapes d'accrétion, la formation de noyaux terrestres et les impacts géants tels qui a donné naissance au système thermique. En fait, la formation de noyaux terrestres a pu faire intervenir plusieurs processus permettant de séparer le métal dense du silicate moins dense par percolation, fracturation, diapyrisme. Et ces processus se traduisent par des échelles de temps plus ou moins longues et des équilibrations thermochimiques plus ou moins efficaces. En fait, ce processus de formation de noyaux terrestres reste activement débattu afin d'expliquer les caractéristiques thermochimiques actuelles de la Terre, où dans la figure à gauche, en fait, les éléments hydrophiles sont des éléments chimiques très attirés par la phase métallique, alors vont être appauvris dans le manteau terrestre actuel et enrichis le noyau terrestre. En fait, cette figure à gauche montre l'abondance actuelle de l'océan de manteau actuel de la Terre en fonction des éléments hydrophiles. Et en fait, cette figure montre qu'il y a un accès, ou il y a une abondance d'éléments hydrophiles observés dans le manteau actuel en losange, à ce qu'ils ont trouvé à l'expérience dans le laboratoire à faible pression, à l'équilibre, en courroie noire. En fait, cette abondance peut être venue soit après la formation de noyaux, avec des matériaux qui enrichissent le manteau actuel de la Terre, ou soit que la formation de noyaux n'est pas faite à l'équilibre, en point de vue chimique. En plus, dans la figure à droite, la formation de noyaux terrestres joue un rôle très important sur la distribution de chaleur qui va gouverner la présence ou non d'un champ magnétique et de processus de refroidissement tels que convection, tectonique, etc. En fait, l'énergie cinétique apportée par l'impacteur se dissipe sous forme de chaleur qui s'ajoute à la chaleur de désintégration radioactive, à la chaleur de formation de noyaux et à la chaleur d'accrétion. Et toutes ces chaleurs favorisent la formation d'océans magmatiques avec des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur. Et en fait, les résultats de ces impacts, un écoulement diphasique entre le noyau de l'impacteur liquide et l'océan magmatique liquide. Et en fait, après l'impact, le noyau de l'impacteur s'est dispersé et a plongé dans une sous-océan de magma moins dense ou des fluides non miscibles et conduisant à des échanges thermochimiques avec l'océan magmatique avant d'assembler avec le noyau primitif de la Terre. Mais comment le noyau d'impacteur chute dans cet océan de magma? En fait, selon la dynamique du fluide théorique et expérimentale, il y a 3 scénarios proposés par les chercheurs où, en 2003, Roby et al. Ont proposé que le noyau de l'impacteur se fragmente en petites gouttelettes de la même taille, de 1 cm de diamètre, conduisant à des déséquilibrations thermochimiques efficaces entre les deux phases. Par contre, dans la figure à droite, Dahl et Stevenson en 2010 ont proposé que le noyau de l'impacteur peut se déformer, mais sans se fragmenter, si sa taille initiale dépasse 5 km de rayon, ce qui implique le déséquilibre thermochimique entre les deux phases. Au milieu des Ganital en 2014, ils ont utilisé la dynamique de fluide expérimentale et ils ont montré que le noyau de l'impacteur se fragmente en petites gouttelettes
de différentes tailles, formant un nuage de gouttelettes. Mais en fait, même si avant la fragmentation, ils ont montré que l'atomique tourbillonne derrière la goutte pour favoriser l'équilibration thermochimique. Mais en fait, les trois scénarios ont négligé l'effet de contraste de viscosité entre l'océan magmatique et la phase métallique. Où la viscosité de l'océan magmatique est un paramètre majeur qui dépend fortement sur sa température et sa pression, comme on peut voir dans la figure à gauche. Et en fait, pour varier sur une très large gamme de 5 ordres de grandeur à peu près. Par contre, dans la figure à droite, la viscosité de la phase métallique est presque constante dans la profondeur du noyau, comme on voit dans la figure, à la frontière de monte noyau jusqu'à la frontière interne du noyau. En fait, maintenant la question, quelle est l'influence du rapport de viscosité entre les deux phases sur la dynamique de la chute de la post-impact planétaire? Récemment, Vachol et al. Ont développé des modèles analogiques en prenant en compte le ratio de viscosité et ils ont montré que le rapport de viscosité entre les deux phases joue un rôle très important sur les mécanismes de fragmentation, la taille résultante de la goutte et l'écoulement de post-impact métallique. Mais il reste à comprendre quelle est la dynamique et l'évolution thermochimique de ingot dans cette nuage de gouttelettes. Alors la dynamique de ingot est bien documentée dans la littérature et peut être résolue par les équations de Navier-Stokes, qui sont la conservation de la masse et la conservation de la quantité de mouvement. Et en fait, à partir de ces équations, pour caractériser 5 forces dynamiques qui peuvent déterminer le destin dynamique d'une goutte, où la goutte accélère en raison de différentes densités sous la force de gravité, et la viscosité ambiante du fluide empêche le mouvement de la goutte. S'oppose sa direction en deux forces. La première force apparaît dans la contrainte visqueuse qui s'appelle la force visqueuse, et la deuxième force apparaît dans la force de pression hydrodynamique derrière le sillage, c'est la force derrière la goutte dans le sillage qui est la force d'inertie. Et en fait, ces deux forces résultent une seule force une seule force qui empêche le mouvement de la goutte et suppose sa direction, c'est la force de traînée. Et le saut de pression à l'interface entre les deux phases entraîne une force de surface tension superficielle. En fait, l'équilibre de ces 5 forces peut être présenté par des termes de nombre sans dimension qui peuvent déterminer l'état final ou l'état dynamique final du système. Qui sont le nombre de Reynolds qui compare la force d'inertie sur la force visqueuse et le nombre de Weber qui compare la force d'inertie sur la force de surface tension superficielle, le nombre de bandes qui compare la force de gravité sur la force de surface tension superficielle et les rapports de densité et de viscosité entre les deux phases. En fait, dans la figure à gauche, je vous montre que si la force d'inertie domine le système, la goutte reste sphérique pendant la chute de la goutte. Et si la force de pression de dynamique ou d'énergie est supérieure de la force de surface tension superficielle, la goutte se déforme en oscillant et à un moment donné, jusqu'à ce qu'il atteigne son état stationnaire final, quand les deux forces s'équilibrent à l'interface. Et si la force d'inertie domine le système, c'est très supérieur de la force de surface tension superficielle, la goutte se déforme en oscillant et à un moment donné se fragmente en petites structures liquides qu'on voit dans la dernière figure. Et en fait, dans la figure à droite, je vous montre, selon le nombre de Weber, on peut caractériser plusieurs modes de fragmentation qu'on va adresser plus tard dans la section résultat. En fait, quant à l'évolution thermochimique de ingot, peut être résolue par les équations advection-diffusion. Ici, je présente que l'évolution thermique de ingot, qu'on a résolu à partir de l'équation de transfert de chaleur dans un fluide. Et à partir de cette équation, on peut caractériser deux nombres sans dimension, le nombre de piclets qui compare le terme d'advection sur le terme de diffusion, et le nombre de Nusselt qui mesure le transfert de chaleur à l'interface entre les deux phases. Alors, les questions globales de cette thèse: quelle est l'influence de la taille initiale et du ratio de viscosité sur la dynamique de ingot dans le nuage de gouttelette? Et est-ce que l'équilibre thermique entre les deux phases est efficace? Et quels sont le temps et la profondeur nécessaires pour atteindre l'équilibre thermique entre ces deux phases?
Je présente maintenant la méthode qu'on a utilisée dans cette thèse. Alors, afin de capturer et déterminer la dynamique et l'évolution thermique d'une goutte, on a développé un modèle numérique 2D asymétrique utilisant Console Multiphysics qui résout l'équation de Navier-Stokes et de transfert de chaleur sous la méthode d'éléments finis dans un milieu diphasique. Et en fait, l'enjeu de cette thèse doit varier deux paramètres dans les applications géophysiques. Le premier, c'est la viscosité de l'océan de magma, entre 0,05 et 100 pascal seconde. Et la deuxième, la taille initiale de la goutte, entre 1 et 350 mm, pour capturer toutes les gouttes ou toutes les gouttes résultantes dans le nuage. Ce qui nous permet d'étudier cette problématique sur des nombres sans dimension très larges. Et en fait, la seule différence ou le point fort de cette étude est de montrer l'effet de contraste de viscosité sur la dynamique d'une goutte. Alors, afin de suivre l'interface entre les deux phases, on a utilisé l'équation qui s'appelle en Console Multiphysics l'équation de level 7, qui est modifiée à partir du papier de Olson et Chris en 2005, qui est présenté ici dans ce diapo. En fait, cette équation sépare l'interface entre les deux phases par une fonction de level 7 qui est égale 0,5 à l'interface, égale 1 dans la phase métallique, égale 0 dans la phase silicatée. Et le terme à droite, qui est une méthode modifiée, c'est le terme de réinitialisation afin de préserver la fonction de level 7 et l'interface autant que possible dans la simulation. En fait, gamma, dans ce terme, égale la vitesse maximale dans le système et en fait epsilon est l'épaisseur de la couche qui entourant l'interface et égale la moitié de la taille caractéristique du maillage à l'interface. En fait, dans Console Multiphysics, il existe déjà un couplage entre les équations Navier-Stokes et level 7, où ils ont couplé le champ de vitesse de l'équation de Navier-Stokes avec le terme d'advection de l'équation de level 7, désolé, le champ de vitesse de Navier-Stokes. Et ensuite, ils ont couplé la propriété dynamique et la force de surface tension superficielle de l'équation de Navier-Stokes avec la fonction de level 7 phi. Et aussi, en fait, il n'y a pas un couplage thermodynamique dedans comme ça. Nous, on a couplé de la même manière précédente, en couplant les propriétés thermiques de l'équation de transfert de chaleur avec la fonction phi de level 7 et le champ de vitesse de Navier-Stokes dans le terme d'advection de l'équation de transfert de chaleur. Comme j'ai dit tout à l'heure, le domaine de calcul, c'est une géométrie 2D asymétrique avec une largeur de 12 fois le rayon de la goutte et une longueur de 200 fois le rayon de la goutte. Les conditions aux limites sont des frontières ouvertes en haut avec une pression de 0,1 mégapascal et toutes les restes de frontières sont des parois non glissantes. Et en fait, on ne considère aucun transfert, aucun flux thermique sur toutes les frontières de domaine. Je vous montre ici un test de la dynamique de la chute d'une goutte, où la goutte sous-difforme en oscillant, et en fait, ce qui conduisant à des variations de la surface de la goutte en fonction de temps, et à un moment donné, ça fragmente en petites structures liquides. Une fois la fragmentation se produit, on arrête le code tout de suite, car le suivre de la fragmentation dans 2D asymétrique n'est pas correct. Et on détermine à partir d'ici le mode de fragmentation et le temps et la distance nécessaire pour atteindre les fragmentations de la goutte. Et on fait un autre pas. Je m'intéresse maintenant à montrer quelques résultats préliminaires de cette thèse qu'on a effectuée avant de valider le modèle numérique. En fait, je vous montre dans cette figure la goutte ou la variation temporelle de la surface d'une goutte donnée. Si on considère que la méthode d'éléments finis ou l'ordre de discrétion de l'équation de Navier-Stokes en deuxième ordre en courbe noire et la méthode d'éléments finis résout l'équation de Navier-Stokes avec la troisième ordre
pour la vitesse et deuxième ordre pour la pression, c'est en courbe rouge, et on peut voir que les deux courbes sont identiques jusqu'à la forte déformation de la goutte. Il y a une petite variation entre les deux courbes. Et comme dans cette thèse, on s'intéresse plutôt à la forte déformation et la fragmentation de la goutte, jusqu'à la fragmentation, c'est avant, quelques minutes avant, quelques secondes avant, on choisit cet ordre de discrétion avec trois ordres, ou un schéma numérique avec trois ordres de discrétion pour la vitesse et deux ordres de discrétion pour la pression. On s'intéresse maintenant au choix de taille de maille afin de capturer la dynamique d'une goutte. Dans ce slide, je vous montre deux cas différents. Un cas avec forte déformation et la deuxième avec une goutte fragmentée. Dans le premier cas à gauche, je mesure la surface, l'épaisseur de la couche limite dynamique qui est égale à la distance entre l'interface et le point où la vitesse égale 10% de la vitesse moyenne de la goutte. Au milieu, je vous montre cette épaisseur de la couche limite dynamique adimensionnée sur le rayon en fonction de différentes tailles de mailles. On peut voir qu'à partir d'une taille de maille égale R sur 40, l'épaisseur de la couche limite dynamique commence à converger avec une erreur relative maximale de 3,5%. On voudrait valider cette maillage pour la fragmentation, alors on fait un deuxième cas avec une goutte de fragmentation. On voit dans la figure à droite que si on change la taille de maille entre R sur 40 et R sur 67, on aura le même mode de fragmentation. Les fragmentations ne seront pas influencées par cette taille de maille. En fait, maintenant, quant à l'évolution thermique d'une goutte, je vous montre aussi un cas pour une goutte déformée. Alors, je mesure l'évolution temporelle ou le champ de température ou d'anomalie de température adimensionnée moyenne dans la goutte en fonction de temps pour différentes aussi tailles de mailles. Et on voit en courbe rouge que la convergence, à partir d'une taille de maille R sur 40, la convergence commence. Et on choisit cette taille de maille pour l'évolution thermique de R sur 67. Mais en fait, vu que notre domaine elle est très grande, alors c'est pas possible de mailler tous les systèmes avec une taille de maille très réduite, de R sur 40 pour la dynamique ou R sur 67 pour la thermique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une technique qui est présentée dans la figure au milieu. On maille la zone où la goutte passe avec une taille de maille très fine, de R sur 40 ou R sur 67, et la zone devant, derrière et autour de la goutte avec une taille de maille moins raffinée. Et en fait, la simulation est programmée avec comme solde pour s'arrêter quand la goutte atteint quand la goutte atteint le fond de maillage plus fin. Et l'ensemble de maillage est transféré vers, comme on voit dans la figure à droite, vers un nouvel grille avec le maillage, avec la goutte déformée et en haut du maillage le plus fin, et la simulation est relancée. Et comme ça, c'est un boucle jusqu'à la convergence du calcul. Maintenant, je présente les résultats principaux de cette thèse. Alors, je divise ces résultats en trois sections. La première section concerne la dynamique d'une goutte métallique dans un océan magmatique. La deuxième section concerne l'évolution thermique d'une goutte dans un océan magmatique. Et le troisième résultat, comment on utilise les résultats 1 et 2 dans les applications géophysiques. Dans la première section, je m'intéresse à déterminer l'influence du rapport de viscosité entre les deux phases sur la dynamique d'une goutte, les modes de fragmentation, le nombre de Weber critiques, la taille maximale stable d'une goutte, le temps et la distance de fragmentation et la surface de change potentielle entre les deux phases. En 2019, on a publié un article dans le journal Physics of the Earth and Planetary Interiors sur cette thématique et je vais présenter quelques résultats sur cette problématique. Tout d'abord, je m'intéresse à déterminer l'influence du rapport de viscosité entre les deux phases sur la dynamique d'une goutte métallique donnée de 15 mm pour différents rapports de viscosité qui peuvent varier entre 100 et 1000.
Et on peut voir que le changement de rapport de viscosité change le mode de fragmentation dans la figure A et B, et change aussi la forme finale de la goutte dans la figure C et B. Et en fait, en même temps, l'augmentation du rapport de viscosité diminue la déformation et limite l'oscillation de la goutte, et tend à stabiliser la goutte et éviter la fragmentation de la goutte. Dans ce diagramme, je vous montre qu'on a identifié 5 modes de fragmentation en fonction du nombre sans dimension qui sont Reynolds, Weber et ratio de viscosité. Et on peut observer dans ce diagramme que pour ratio de viscosité qui sont inférieurs de 300, on peut caractériser 5 modes de fragmentation qui sont à droite en fonction du nombre de Weber. Pour un nombre de Weber entre 10 et 20, après certaines oscillations, on peut caractériser les modes de fragmentation thick rim shear et thick rim pad qui sont en haut. Pour du nombre de Weber entre 20 et 30, on peut avoir un régime intermédiaire qui s'appelle rim shear précaire. Et pour du nombre de Weber entre 30 et 50, on voit que la goutte bouge comme une méduse et on observe un régime de fragmentation de jellyfish shear précaire. Et pour du nombre de Weber qui est supérieur de 50, on peut obtenir le régime tourbulent du shear précaire. Et en fait, pour des ratios de viscosité qui sont supérieurs de 300, les modes de fragmentation sont fortement dépendants sur les ratios de viscosité. Et on peut se trouver que deux modes de fragmentation qui sont le mouvement de la jellyfish et en fait le régime tourbulent du shear précaire. Et on peut observer à la fin que pour chaque ratio de viscosité, le premier mode de fragmentation se déroule à un nombre de Weber différent, qu'on l'appelle c'est nombre de Weber critique. On trace ce nombre de Weber critique en fonction du ratio de viscosité dans cette figure, et on peut voir aussi que pour ratios de viscosité qui sont inférieurs à 300 dans la courbe rouge, le nombre de Weber critique dépend un petit peu sur le ratio de viscosité et augmente avec une puissance, une loi de puissance de 0,2 un petit peu. Pour des ratios de viscosité qui sont supérieurs de 300, comme j'ai dit tout à l'heure, les modes de fragmentation ainsi que Weber critique dépendent fortement sur le ratio de viscosité. Et on trouve que Weber critique évolue comme la puissance ou comme racine du ratio de viscosité un petit peu. Alors, je présente maintenant le rayon maximal stable de Ingout en fonction de chaque zone pour viscosité de l'océan de magma. Et on peut voir que l'augmentation du ratio de viscosité de l'océan de magma ou la viscosité de l'océan de magma, on peut obtenir des gouttes qui sont plus gros et plus stables. Et en fait, nos résultats numériques sont en vert, qui sont d'accord avec l'équation analytique ou théorique proposée par Belchandler-Redman et Vachol, après Vachol en 2014, qui sont en bleu. Et en fait, nos résultats se situent entre les résultats numériques de Samuel en 2012 en point noir et entre le résultat du modèle théorique de Ruby en rouge, en 2003 en rouge. Et la différence entre nos résultats et les résultats précédents, que nous on prend en compte le rapport de viscosité, elles ne prennent pas en compte le rapport de viscosité, elles sont aussi, par exemple pour une viscosité de l'océan de magma égale à 100, elles en prennent une viscosité de phase métallique égale à 100. Je vous présente maintenant le temps et dans la figure à gauche, le temps de fragmentation adimensionné sur le temps d'advection ou le temps de Kelvin-Helmholtz instability en fonction du nombre de Weber. Et dans la figure à droite, je vous présente la distance de fragmentation normalisée sur le rayon de la goutte en fonction du nombre de Weber. Et les deux figures sont pour différents rapports de viscosité qui sont en couleur et différentes samples entre 10 et 1000. En fait, on peut voir que le temps et la distance de fragmentation diminue d'une manière exponentielle avec l'augmentation du nombre de Weber. Et comme d'habitude, je m'intéresse à déterminer l'influence du rapport de viscosité. À un Weber critique
on peut observer que l'augmentation du ratio de viscosité augmente le temps et la distance nécessaire pour atteindre la fragmentation. Et en fait, pour un nombre de Weber qui tend vers l'infini, les deux paramètres, le temps et la distance de fragmentation, sont indépendants ou plus dépendants du nombre de Weber. Et pour un régime intermédiaire de nombre de Weber qu'on pourra trouver dans la figure à droite, la distance de fragmentation nécessaire pour atteindre la fragmentation est droit jusqu'à 8 fois le rayon de la goutte. Ces résultats sont en accord avec les résultats expérimentaux de Degan et al. Et Lando et al. En 2014. En fait, je vous montre à la fin pour l'étude dynamique l'influence du rapport de viscosité sur la surface d'échange potentiel d'une goutte donnée de 10 mm. En fait, je vous montre dans cette figure la variation temporelle de la surface d'échange potentielle normalisée sur la surface initiale d'une goutte pour différents ratios de viscosité qui sont alors. Et en fait, on peut voir dans la courbe noire que la goutte pousse, pour des faibles contrastes de viscosité, la goutte pousse s'est déplacée légèrement, et en fait, jusqu'à la fragmentation, et ce qui entraîne une surface d'échange qui est très grande entre les deux faces. Et l'augmentation du ratio de viscosité, en fait, diminue la déformation, limite l'oscillation et limite aussi la surface d'échange entre les deux faces. Je passe maintenant vers le deuxième résultat, l'évolution thermique d'une goutte dans un océan magmatique. Je m'intéresse dans cette section à déterminer tous les scénarios dynamiques de la goutte, mais non fragmentés, afin de comprendre comment et où se produisent les échanges de chaleur, quels sont le temps et la longueur caractéristiques nécessaires pour atteindre l'équilibre thermique entre les deux phases, la déformation, est-ce que la déformation des gouttes favorise les échanges de chaleur et quelle est l'influence d'une viscosité du magma dépendant de la température sur le comportement dynamique et thermique d'une goutte métallique. Récemment, on a publié un article dans le journal Physical Review Fluids sur cette thématique et je vais présenter quelques résultats sur cette thématique. Tout d'abord, je vais vous présenter l'évolution on fait une pause de l'évolution thermique. On a perdu le président. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ah, c'est bon, on a le président. J'ai connecté là, donc j'ai dû rater quelques transparents, je pense. Ah mince. De laquelle? Ouais. Si je peux revenir? J'avais essayé de suivre en même temps sur les. Un peu. Je devais être au transparent 35. 35. Là? C'était la fin, ouais. C'était la fin de. Sur. Ok, ça marche. Je recommence Merci. ici. Alors, comme on a vu dans la vidéo tout à l'heure, que la déformation conduit à la déformation de la goutte conduisant à des variations de la surface d'échange entre les deux phases potentielles. Je présente ici l'influence du rapport de viscosité sur la surface d'échange potentielle d'une goutte donnée de 10 mm pour différents rapports de viscosité. Dans cette figure, je vous montre la surface d'échange adimensionnée ou la variation temporelle de la surface d'échange adimensionnée potentielle sur la surface initiale de la goutte pour différents ratios de viscosité. On peut voir que dans le courbe noir, pour des faibles contrastes de viscosité, la goutte se déplace légèrement et en fait, ce qui entraîne une large ou une grande surface d'échange potentielle entre les deux faces. Et l'augmentation du ratio de viscosité diminue la déformation, limite l'oscillation entre les deux phases et en fait, on limite l'oscillation de la goutte et limite la surface d'échange potentielle entre les deux phases. Je présente maintenant le deuxième résultat. En fait, je m'intéresse dans la section d'évolution thermique d'une goutte à tous les scénarios dynamiques de la goutte non fragmentée afin de comprendre comment et où se produisent les échanges de chaleur, quels sont le temps et la longueur caractéristiques nécessaires pour atteindre l'équilibre thermique entre les deux phases, est-ce que la déformation des gouttes favorise les échanges de chaleur, et quelle est l'influence de une viscosité du magma dépendant de la température sur le comportement dynamique et thermique d'une goutte métallique. Récemment, on a publié un article dans le journal Physical Review Fluids sur cette thématique et je vais présenter quelques résultats de cette thématique. Mais d'abord, je vous présente une animation d'une goutte déformée, l'évolution thermique d'une goutte déformée, avec un ratio de viscosité égal à 50, avec un nombre de Reynolds de 95, nombre de Weber égal à 10,
Et en fait, les différentes couleurs présentent l'anomalie de la température adimensionnée qui est égale à 1 dans le métal et égale à 0 dans la phase silicatée ou dans l'océan de matin. Alors, la goutte se déforme et le flux de chaleur se propage comme une panache thermique derrière la goutte dans le sillage, ce qui réchauffe l'océan de magma dans le sillage. Et avec la déformation, à l'intérieur de la goutte, l'écoulement devient quasi tourbulent, ce qui homogénèse la température avec la circulation dans la goutte et qui aide à l'équilibration thermique. Et en fait, le transfert de chaleur se produit à l'avant de la goutte, une très fine couche limite à l'avant de la goutte, et avec l'oscillation de la goutte reste sur toutes les profondeurs, conduisant à des variations oscillatoires de la température associées avec des flux non homogènes dans le sillage derrière la goutte. Tout d'abord, je réponds à ma première question, où se produisent les échanges de chaleur entre les deux phases, comme j'ai dit dans la vidéo. En fait, je présente dans cette figure le nombre de gradients de température autour de la goutte pour un temps très court, entre 5 millisecondes jusqu'à 0,15 secondes. On peut voir que le transfert de chaleur se produit sur toute de la goutte, ou autour toute de la goutte, jusqu'à la formation du sillage thermique et dynamique derrière la goutte, à partir de laquelle la plupart de transfert de chaleur se produit à l'avant de la goutte. Je présente maintenant le temps et la longueur caractéristiques d'équilibre thermique, qui sont des paramètres très importants dans les applications géophysiques. Alors je vous montre dans la figure à gauche la variation temporelle de l'anomalie de température adimensionnée dans la goutte. Et à droite, je vous montre l'évolution de la température adimensionnée aussi moyenne dans la goutte en fonction de profondeur. On peut voir que le champ de température diminue d'une manière exponentielle avec le temps et la profondeur. Et pour déterminer les paramètres intéressants ici, le temps et la longueur caractéristique, on fait le meilleur fit à nos résultats numériques en utilisant l'équation qui apparaît en haut de chaque figure pour déterminer ces paramètres pour chaque grain et pour chaque contraste de viscosité entre eux. J'adimensionne ces paramètres et en fait, je vous montre dans la figure à gauche le temps caractéristique d'équilibration thermique adimensionné sur la temps de diffusion en fonction du nombre de Weber. Dans la figure à droite, je vous montre la longueur caractéristique adimensionnée sur le rayon de la goutte en fonction du nombre de piclets. Et en fait, pour les deux figures, on observe que l'augmentation du nombre de piclets accélère le temps nécessaire pour atteindre l'équilibration thermique et augmente la profondeur nécessaire pour atteindre l'équilibration thermique entre les deux phases. En fait, cette accélération dans la figure à gauche présente en fait par rapport à un modèle théorique d'une goutte non déformable qui diminue avec racine piclée peut être un significatif fort de la déformation de la goutte au large nombre de piclets. Je présente ici un nombre dans la figure à gauche, un nombre de gradients de température autour d'une goutte déformée qu'on a vu dans la vidéo tout à l'heure. Je voudrais mesurer dans cette figure le transfert thermique à l'interface de la goutte par le nombre de Nusselt, qui est le rapport entre l'anomalie de température à l'interface de la goutte moyenne et le nombre de gradients de température moyenne à l'interface fois le rayon de la goutte. On peut observer dans la figure à droite le nombre de Nusselt en fonction du nombre de piclets. J'ai raté tout à l'heure de dire que pour le point noir, c'est nos résultats numériques, on change la viscosité de l'océan de magma, et en point bleu, c'est nos résultats numériques quand on change la taille initiale de la goutte. En fait, on peut voir dans cette figure l'augmentation du nombre de Weber augmente le transfert de chaleur comme une loi de puissance de 0,63 du nombre de piclets.
Aussi, l'écart entre cet modèle numérique qu'on a fait avec le modèle théorique existe dans la littérature de Racine Piclet, aussi bien de la déformation de la goutte ou large nombre de Piclet. Comme on a vu dans la vidéo, avec le passage de la goutte, l'océan de magma ou la température de l'océan de magma augmente en fonction du temps, et formant un volume de l'océan de magma chauffé, et je voudrais calculer ce volume. On peut estimer ça théoriquement par faire un bilan d'énergie entre la chaleur qui traverse l'interface de la goutte et la chaleur qui est accumulée dans ce volume de l'océan de magma. On peut trouver à droite cet volume à dimensionner sur le volume d'une goutte en fonction du nombre de Nusselt, du nombre de Piclet, du rayon de la goutte, de la profondeur Z et de la différence de température initiale et le degré d'équilibration de 1% d'équilibration entre les bases. Et je présente dans la figure à droite ce volume, alors le résultat numérique de la volume de l'océan magmatique chauffé adimensionné sur le volume de la goutte en fonction de cette équation estimée. Nos résultats numériques en simple, on peut voir pour plusieurs distances ou plusieurs profondeurs dans l'océan de magma, après 10 fois le rayon de la goutte en bleu, après 20 fois le rayon de la goutte en rouge, et en noir après 30 fois le rayon de la goutte. On peut voir dans cette figure que nos résultats numériques sont en accord avec les résultats analytiques qu'on a proposés, et on peut utiliser cette équation dans la suite, dans les applications géophysiques. Alors, en fait, avec l'augmentation de température de l'océan de magma, sa viscosité diminue en fonction de température. En fait, qu'est-ce qu'il a montré Cartier dans cette figure? Que pour une différence de température de 1000 Kelvin, à peu près entre 2000 Kelvin et 3000 Kelvin, pour voir que la viscosité diminuait à peu près de 2 ordres de grandeur. Alors on va tester l'influence d'une viscosité dépendante de la température et utiliser cette équation apparaît dans le diapo dans nos modèles numériques afin de capturer, déterminer son influence sur la déformation et la dynamique d'une goutte et l'évolution thermique. Tout d'abord, je vais montrer son influence sur les gouttes peu déformables. Alors, dans cette figure, on fait une goutte avec un nombre de Reynolds 1,5, nombre de Weber égal à 1. Et je vous montre dans la figure à gauche la variation temporelle de la vitesse adimensionnée sur la vitesse de Newton. Et dans la figure à droite, la variation temporelle de la chambre de vitesse adimensionnée de moyenne dans la goutte. Si on considère qu'une viscosité de l'océan de magma ne dépend pas sur la température, en noir, en rouge, si une viscosité de l'océan de magma dépend de la température avec une différence de température 100 Kelvin, et en bleu, une viscosité de l'océan de magma dépendante de la température avec une différence de température égale 1000 Kelvin. On peut voir que dans la figure à gauche, pour delta T égale à 1000 Kelvin, la vitesse augmente de la goutte. La vitesse terminale de la goutte augmente de 25% par rapport à une viscosité constante, ce qui entraîne la déformation de la goutte à l'arrière, et ce qui change dans la figure à droite significativement le temps et la distance nécessaires pour atteindre l'équilibration thermique. Pour les gouttes déformables, je vous présente un cas avec un nombre de Reynolds 44, un nombre de Weber 8,5. C'est la même diapo précédent. La variation temporelle de la vitesse à gauche et la variation temporelle de la température adimensionnée à droite. Pour le même cas, en courbe noire, une viscosité de l'océan de magma constante, une viscosité dépendante de la température avec variation de température de 100 Kelvin en rouge, et en bleu, c'est une viscosité dépendante de la température avec delta T égale à 1000 Kelvin. Alors, on peut observer qu'il n'y a aucun changement dynamique dans la figure à gauche, quelques oscillations de la vitesse, et ça vient que la déformation de la goutte ne sera pas influencée par la couche limite entourant, la couche limite viscose entourant, ou la viscosité faible entourant de la goutte.
Et en fait, ce qui signifiait dans la figure à droite qu'il y a un changement un petit peu de la ton et la longueur caractéristique d'équilibre thermique avec delta T égale à 1000 Kelvin de différence de température avec une K une viscosité de l'océan de magma constante. Je passe vers les résultats 3. J'essaye maintenant de montrer comment on utilise les résultats 1 et 2 dans les applications géophysiques. Là, dans cette thèse, on s'est intéressé à l'échelle de Ingood qui déplace à sa vitesse. Là, on va passer vers une nuage de gouttelettes qui va déplacer avec la vitesse du nuage de gouttelettes. Et on va essayer de montrer l'équilibration thermochimique entre l'écart entre ces deux profils de vitesse. Tout d'abord, on fait un modèle en considérant qu'il y a un noyau de l'impacteur de 10 km de rayon qui fragmente dans l'océan de magma. On voudrait montrer tout d'abord la différence entre le modèle de pluie de fer proposé par Roby en 2003 où toutes les gouttes font 1 cm de rayon et la différence avec le nuage de gouttelettes, si on calcule pour chaque goutte dans le nuage, la surface d'échange potentiel dynamique entre les deux phases depuis nos résultats numériques pour chaque cas et pour chaque contraste de viscosité. Alors, on a utilisé pour déterminer la distribution du gouttelette le loi de gamma proposé par Vachol et al. En 2014. Et en fait, ce qui nous permet de compter le nombre de gouttelettes en fonction de leur taille dans le nuage pour chaque contraste de viscosité. Dans la figure à droite, je vous montre la surface d'échange adimensionnée et potentielle totale de Ingood, adimensionnée sur la vitesse initiale de Ingood, en fonction de la viscosité de l'océan de magma. Si on considère le scénario de pluie de fer en noir, désolé, le scénario de nuage de gouttelettes en noir si les gouttes restent sphériques et en bleu si les gouttes peuvent déformer dans le nuage. Alors, je peux montrer que l'augmentation de rapport de viscosité diminue, comme on a vu la surface d'échange potentiel entre les deux phases. Et en fait, dans nos modèles, on voit que la surface d'échange est plus élevée que le scénario de pluie de fer. Et donc, on prévoit une équilibration thermochimique plus efficace que prévu dans le modèle de Roby de pluie de fer. Comme on a vu tout à l'heure, pour chaque zone de océan de magma ou contraste de viscosité, on a déterminé la goutte le plus grosse stable dans cette zone qui s'équilibre moins rapidement et plus profondément dans l'océan de magma par rapport aux gouttes dans le nuage de gouttelettes, le plus petit. Et on va calculer dans ce modèle la distance d'équilibration pour cette goutte, pour chaque contraste de viscosité, dans la figure à droite, qui est nécessaire pour atteindre 99% de l'équilibration thermochimique. Si on considère dans cette figure, l'équilibration thermique sont en rouge et l'équilibration chimique sont en bleu, avec une diffusivité chimique de 10 puissance moins 9 mètres carrés sur seconde. Si la goutte est dominée par sa vitesse initiale, si on symbole au vert, et si on symbole plan présente l'évolution thermochimique si la goutte est dominée par la vitesse du nuage de 10 km de rayon de noyau de l'impacteur. Et en courbe pointillée, on montre l'équilibration chimique par le modèle théorique des gouttes non déformables avec racine piclée. Et pour les courbes tirées, on montre l'équilibration chimique avec le scénario de pluie de fer de Roby. Alors on peut voir dans cette figure que l'équilibration thermochimique dans nos modèles est très efficace par rapport à l'épaisseur de l'océan de magma, qui peut varier plusieurs centaines de kilomètres. Même si on
on prend en compte une forte contraste de viscosité de 20 000 à peu près. Et dans nos modèles, l'équilibre thermochimique se produit moins profondément qu'au prévu dans le scénario de pluie de fer, les scénarios du gouttelette non déformable. Alors, on prévoit d'équilibration plus efficace dans nos modèles. À la fin, je calcule le volume de l'océan magmatique contaminé par le passage du nuage de gouttelettes initialement égal 10 km de rayon dans l'océan de magma, avec cette équation qu'on a estimée tout à l'heure. Alors, je vous montre à droite le volume de l'océan de magma contaminé normalisé sur le volume de l'océan de magma total, si on considère que l'océan de magma est un hémisphérique de rayon de 100 km, en fonction de chaque ratio de viscosité. Comme d'habitude, on a l'évolution thermique, c'est en rouge, l'évolution chimique, c'est en bleu, et pour les gouttes qui sont dominées par sa vitesse initiale, c'est en symbole au vert ou vide. On peut voir que quand les gouttes se comportent de manière indépendante, et c'est un cas très limite dans l'océan magmatique, là, l'océan de magma sera plus contaminé par l'échange de chaleur ou l'échange de masse. Je conclus. On a développé un modèle numérique afin de suivre la chute, la déformation, la fragmentation et l'évolution thermique d'une goutte métallique dans un océan magmatique. On a mis en évidence l'importance du rapport de viscosité entre les deux phases sur la dynamique et l'évolution thermique d'une goutte. On a vu que l'équilibre thermique entre les deux phases se produit plus rapidement et plus profondément dans l'océan magmatique avec l'augmentation de nombre de Bickley. Et on a vu qu'une viscosité dépendante de la température ne peut influencer qu'une goutte non déformable ou peu déformable. Et dans tous les cas, dans tous les modèles qu'on a fait, il y a une équilibration thermochimique très efficace dans l'océan magmatique. Les perspectives, en fait, le transfert de masse est un peu différent de la transfert de chaleur, où de plus de la faible diffusivité chimique, il y a aussi un coefficient ou un paramètre, ou une condition limite à l'interface entre les deux réservoirs où se passe l'échange chimique. Ce coefficient influence largement le transfert de masse entre les deux phases, c'est le coefficient de partage, qui est le rapport de concentration chimique d'une soluté dans un mélange de deux solvants non miscibles à l'équilibre. En fait, dans la dernière version de COMSOL, on peut insérer cette condition limite à l'interface qu'on peut voir dans la figure à droite. Et on voit aussi la différence entre un transfert de masse à gauche libre et un transfert de masse contraint par un coefficient de partage à droite. Alors je propose donc de faire des études systématiques variant le coefficient de partage qui peut changer à peu près les lois d'échelle qu'on a proposées dans la section thermique concernant le transfert de chimique. Et en fait, aussi, en plus, l'océan de magma est fondamentalement mobile par la convection turbulente. Nous, on a à peu près, on a négligé cet effet qui peut être important dans le contexte géophysique. Alors, je propose donc d'étudier la dynamique d'une côte systématiquement avec la présence de l'océan magmatique ou la mobilité de l'océan magmatique en augmentant la complexité de systèmes, par exemple en insérant des écoulements turbulents uniformes purs 3D, comme il a fait Kixi et al. En 2014 dans la figure A. Après, en considérant des écoulements cisaillants 3D qui vont changer le trajectoire de la goutte, les modes de fragmentation et l'équilibration alors, comme il a fait Kixi et al. En 2016 dans la figure B et C, et à la fin en appliquant des écoulements turbulents tournants 3D de système. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Cada. Nous allons donc pouvoir procéder aux questions. Et donc, je vais commencer par donner la parole à M. Olivier Gand, professeur à l'Université Grenoble-Alpes. Merci Nicolas. Barak, tu me diras si tu m'entends mal. Oui, n'hésite pas à me couper. Pour commencer, je voudrais d'abord te féliciter pour ton travail. J'ai beaucoup apprécié la lecture de ton manuscrit.
Je pense que tu as fait preuve d'une grande rigueur, en particulier sur les tests du modèle numérique. Je pense que ton travail, de manière générale, est un travail pertinent. Donc pour le problème géophysique que tu t'es posé, pour le problème de la différenciation métal-silicate, mais je pense que c'est aussi un travail que tu pourras appliquer à d'autres contextes. Je pense en particulier au problème, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais, le cas de pluie de gouttes d'hélium dans Jupiter, qui est un processus qui apparemment est important pour la dynamique interne de Jupiter, et qui fait intervenir dans des gouttes d'hélium avec un rapport de densité qui est de l'ordre de 2, donc similaire à ce que tu as regardé. Voilà, puis dernier point sur ton manuscrit, je voulais juste te dire que à titre personnel, c'est une lecture qui m'a fait réfléchir, qui m'a amené à me poser des questions, et je pense que c'est le mieux qu'on puisse attendre d'une bonne thèse, faire réfléchir le lecteur. Sur ta présentation, écoute, moi j'ai trouvé ta présentation très claire, très didactique, et donc je voulais te féliciter pour ça aussi. En particulier parce que la situation est loin d'être évidente et je sais que ça peut être un peu perturbant de faire une présentation sans voir le public et sans avoir de retour physique et direct sur ce que tu dis. Voilà, alors j'ai un certain nombre de questions sur ton travail. Je vais en gros suivre ce que j'ai écrit dans mon rapport, rappeler les points qui me semblaient les plus importants. Donc, première question. Alors, c'est pas spécifique à ton travail de thèse, hein, c'est une question assez générale sur la fragmentation dans les modèles numériques. Donc, tu as lu dans mon rapport, j'ai toujours un peu de mal en fait à comprendre ce que signifie exactement la fragmentation dans un modèle numérique, et en particulier dans des modèles numériques 2D axis symétriques. Donc juste pour illustrer la question que je me pose, si on imagine donc une nappe de fluide, donc ici une nappe de métal, que l'on étire, si on étire suffisamment cette nappe de métal, on doit forcément, à un moment ou à un autre, avoir une épaisseur de nappe qui devient inférieure à la taille de ton maillage. Donc après, la question c'est qu'est-ce qui se passe si on arrive à cette limite? J'imagine que ça doit dépendre un petit peu du schéma numérique que tu utilises, mais j'imagine que quel que soit le schéma, il doit y avoir un moment, si on étire suffisamment, où la fonction level set qui caractérise la fraction métallique doit devenir inférieure à 0,5 dans la maille. Et dans ce cas-là, pour moi, ça voudrait dire que la phase métallique disparaît. Donc ça donnerait une fragmentation apparente qui pour moi, n'a pas de réalité physique. Donc voilà, je pose ces questions. Comment est-ce qu'on peut être sûr dans un modèle numérique que la fragmentation qu'on observe n'est pas due à ce type de phénomène? Et je voulais juste noter, avant de te laisser répondre, juste une observation que tu as écrite dans ta thèse et qui va peut-être dans le sens de ce que je dis. Quand tu parles de la conservation du volume dans tes simulations, tu dis dans ton manuscrit que le volume de la goutte reste préservé pendant la déformation, mais qu'après la fragmentation, le volume de métal chute, ce qui veut dire qu'on perd du métal. Donc voilà, première question, est-ce que je me trompe dans mon raisonnement? Est-ce qu'il y a une manière un peu fine de contourner ce problème? Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Merci Roland. Je vais seulement chercher le diapo qui montre les modes de fragmentation pour parler un petit peu. Ouais, ça. En fait, bien sûr que vous avez raison. Ce que moi je voudrais dire ici, nous, qu'est-ce qu'on pense? On pense qu'une fois que l'écoulement, la circulation dans l'oscillage, la circulation du port du goutte se développe, en fait, ici, je ne sais pas si vous me voyez ou non. Je te vois, oui. Un petit peu, D'accord. Dis plutôt à droite ou à gauche. D'accord, Ouais. d'accord. On ne voit pas ce que tu présentes à l'écran, hein, par contre, voilà. c'est sûr que... D'accord, ok. Alors moi, je voudrais dire qu'une fois qu'il y a la circulation qui est quasi tourbulente dans les ports, en fait, ça va tendre à, par exemple, à descendre dans les directions radiales et verticales en même temps, et ça va, en fait, amincir un petit peu le film qui est sur l'axe symétrique. Alors il va être
elle va être comme un anneau en 3D et qui va fragmenter plus tard. Nous, on ne peut pas accéder après